On va faire un petit tour de table pour que tout le monde puisse présenter. On va bien sûr commencer par Virginie. Je te laisse te présenter, nous dire ce que tu fais aujourd'hui. Merci, bonjour, je suis Virginie Clève, je fais du SEO depuis 19 ans et après une longue carrière en tant que chef de projet, responsable référencement dans l'industrie, dans les médias, je suis à mon compte depuis 4 ans dans une micro-société, très micro puisqu'il n'y a que moi, qui s'appelle Largo et je fais du conseil en stratégie digitale, donc beaucoup de marketing bien sûr, du social media, du SEO et du produit. Tu peux passer le micro, Emmanuel. Bonjour à tous, donc Emmanuel de Vaumoret. Donc j'ai un petit démarrage en tant que développeur, 1 ou 2 années. Après, je suis passé chef de projet et je fais du SEO depuis environ une petite dizaine d'années. Dernièrement, ma dernière société, c'est donc Eskimos, où je suis le directeur général. Voilà, depuis 3 ans. David. Alors bonjour à tous, David Dragesco, plus connu sous le pseudo Ninja Linker. Donc moi je suis tombé dans le SEO pendant mes études pour arrondir mes fins de mois en 2005, mes fins de mois d'étudiant. Voilà, donc c'était très intéressant. Je travaille donc dans le SEO depuis 2005, j'ai été à mon compte, puis salarié, j'ai travaillé en tant que freelance et aujourd'hui je suis consultant externe pour une boîte d'e-réputation et de SEO qui s'appelle Réputation API. J'ai créé un tool qui s'appelle PBN Premium pour les domaines expirés et je suis auteur du blog Ninja Linker. Je crois que on va arrêter là. Sacré CV. Bonjour à tous. On m'entend là? Bon, moi je m'appelle Paul Sanchez, j'ai une agence SEO qui s'appelle SEO Hackers. Je fais ça aussi depuis une dizaine d'années. Hein. C'est une passion avant tout. Et puis, c'est moi la plus vieille alors. Alors, le web, je l'ai fait. Non, c'est peut-être moi. Mais c'est quoi? Allez, concours. En nombre d'années SEO. Le web, j'ai commencé même avant que Google. Mais en SEO, non? Google a 20 ans. Mais j'ai commencé par la créa il y a très longtemps. Bref, on fait du SEO, quoi. Hein? On a une table ronde de choix, donc on a des experts qui ont déjà beaucoup d'expérience, mais qui ont aussi des expériences très différentes, avec des aspects du SEO qui sont très différents. Pour remettre un petit peu de contexte. Parce que Paul ne dit pas quand même qu'il fait partie intégrante de la communauté Black Hat SEO depuis longtemps et que dans ceux qui connaissent bien les arcanes du moteur Google, il fait partie des meilleurs. Tu fais ta pub. D'où cette invitation à participer à la table ronde qu'on voulait de haut niveau. Donc on vous a présenté les speakers et les speakers se sont présentés. On a eu du mal à faire un sujet qui rassemble tout le monde étant donné les niveaux d'expertise. Donc c'est moi qui l'ai choisi. Et comme c'est un peu la tendance et qu'il y a pas mal de buzzwords autour de l'intelligence artificielle, on s'est dit, en tout cas je me suis dit et j'ai proposé à ces speakers, intelligence artificielle et SEO, est-ce que les critères de positionnement et de référencement que l'on connaît aujourd'hui, à savoir voilà, technique, contenu, popularité, etc., vont changer ou sont en train de changer avec les changements d'usage, avec les différents algorithmes, avec l'évolution des machines et avec notamment tout ce qui est intelligence artificielle. On va traiter à peu près 6 sujets, 6 grands sujets. On va essayer en tout cas dans le temps qui nous est imparti. Il y a des sujets qui sont plus ou moins appréciés par tous les gens ici, donc on va essayer de passer d'un sujet à l'autre. On va parler de Google forcément, on va essayer de parler d'algorithmie, on va essayer de rentrer aussi dans les processus de machine learning, apprentissage des machines, comment le machine learning a un impact potentiellement sur les critères de référencement. Forcément, on va parler de Google, donc on va parler de ses SERP et de ce qui se présente dans les SERP de Google, le knowledge graph, les différents types de résultats qui arrivent, la montée en puissance du mobile. On évitera de parler de RankBrain avec Paul, et on en parlera quand même un peu. Et puis forcément de SEO. Je voulais juste remettre un petit contexte pour qu'on soit tous à peu près au même niveau sur l'algorithmie et sur Google. J'ai pris que depuis 2012, j'ai pas pris depuis 98, mais voilà. Google a fêté ses 20 ans très récemment cette année. C'est créé en 98. À la base, l'algorithme du moteur de recherche se différencie par le fait qu'il prend en compte les liens qui pointent d'un site vers un autre ou d'une page vers une autre pour calculer une popularité ou un PageRank qui va permettre de référencer des résultats en fonction des requêtes. Je suis bon là pour l'instant. Pas mal. Ok.
En 2012, et donc en fait régulièrement Google fait évoluer ses critères et Google fait évoluer ses algorithmes. J'ai fait un petit saut de tous les 2 ans. Régulièrement Google fait des mises à jour des algorithmes. En 2012 on avait Google Penguin qui était censé lutter contre tout ce qui était spam et notamment tout ce qui était abus de netlinking. Censé, parce qu'on verra s'il y a effectivement eu des changements et si c'est bien le cas toujours aujourd'hui. Et puis en 2012, c'est la première fois qu'on a entendu parler d'un bot mobile Google. On est en 2018 et on vient de parler du Mobile First Index, mais on a déjà entendu parler en 2012 du premier bot mobile. En 2014, on est plutôt sur des algorithmes locaux, comment Google détecte que les requêtes sont locales et comment il s'adapte en termes de résultats. En 2016, on nous a parlé du RankBrain comme étant le 3e critère du SEO. On reviendra dessus, on aura forcément des questions qui sont liées. Et puis on a parlé de l'AMP, donc l'Accelerated Mobile Page. En 2018, on a quelques chiffres qui sont là, qui sont à peu près 2500 changements du moteur Google en 2017 et 31 000 tests. C'est-à-dire que Google nous dit, OK, il y a énormément de tests qui se font sur sur le moteur et sur l'algorithme. Et on commence à voir rentrer des problématiques de machine learning. Voilà pour l'historique, grosso modo, et un petit peu l'évolution de ce qui s'est passé. Du coup, sur la partie premier sujet, on va parler un peu pas forcément de RankBrain, parce que j'ai compris que c'était un sujet sensible, mais plutôt de comment est-ce que les critères qui sont utilisés aujourd'hui par Google pour le référencement ont potentiellement changé. L'idée, c'est d'avoir un feedback de ces différents experts-là et qu'on traite potentiellement les aspects qui sont techniques, contenus et netlinking, si possible, là, dans cette première partie, qu'on va prendre dans l'ordre, et sur lequel on va essayer de défricher un petit peu les évolutions. J'ai remis quelques statistiques sur lesquelles on va s'appuyer un petit peu pour commenter. En 2016, on nous dit que 81% du trafic est chiffré. Et dans les études qui se font sur les ranking factors, on dit que 50% des top résultats sont en HTTPS. Ça va être probablement un sujet balayé très vite et très rapidement, mais qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que vous avez déjà constaté que le HTTPS avait un véritable impact sur potentiellement du ranking? Est-ce que c'est une recommandation plutôt de bon sens de mettre en place le HTTPS? Est-ce que le HTTPS s'associe avec d'autres problématiques type migration ou autre? Quelles sont les pratiques que vous avez aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commencer en particulier, prendre la parole dessus. Allez-y, monsieur, dame. Emmanuel. Bon, sur la HTTPS, je le mettrais plus dans le bon sens. Je ne vais pas dire qu'on a vu des bons faramineux en passant sur une migration HTTPS. Maintenant, c'est vrai que voilà, de nos jours, trouver des cas de figure, comme on a pu le voir sur des sites e-commerce, parfois de renom qui ne sont pas encore passés full HTTPS, c'est un peu compliqué. Ensuite, il ne faut pas oublier que dans un nombre de cas non négligeables, ce n'est pas forcément toujours bien fait. Parce qu'on a voilà, le petit cadenas, mais quand on va regarder, il y a encore pas mal de ressources qui sont appelées en HTTP, on a encore pas mal de liens qui se baladent qui ne sont pas en HTTPS. Donc il y a aussi ça à avoir à l'esprit avec vos clients, de regarder vraiment l'ensemble du tableau des choses à faire quand une migration a lieu. Mais je mettrais plutôt ça dans le bon sens et dans l'air du temps. Ça aide beaucoup nos amis de Google sur le Not Provided aussi, ces histoires de vie privée. Voilà, ça permet aussi de chiffrer et bloquer plus la data aussi, il ne faut pas l'oublier. Du coup, si ça bloque la data, est-ce que c'est bien pour nous au final? Disons qu'on est obligé de se remettre sur d'autres choses, sur la Search Console, ça remet un peu de compétition, ça a rebâti les cartes en effet, voilà, ça n'a pas simplifié les choses, le Not Provided, on l'a tous senti passer je pense.
Pour moi, Google nous impose le HTTPS parce qu'en fait, il ne veut plus répondre aux requêtes de la justice américaine sur toutes les données de navigation et autres. Avec du tout chiffré, il peut aussi s'abriter derrière ça pour donner le moindre d'infos possible, sachant que embaucher des gens pour faire ça, c'est du coup salarial avec aucun revenu derrière. Donc, moins ils auront à faire ça, et mieux ils se porteront financièrement. Donc, ils nous font à tous supporter le coût du passage en HTTPS, qui dans la réalité n'a pas vraiment grand intérêt, voire aucun. En termes de SEO, moi j'ai jamais vu de gain. En revanche, j'ai vu beaucoup de pertes parce que il y a en fait un recalcul complet de la note de chacune des pages individuellement, et que si votre site il est dans son jus avec des notes qui datent d'il y a longtemps, le moteur repasse avec des critères beaucoup plus sélectifs aujourd'hui, les notes baissent de manière globale et votre site il s'effondre. Par ailleurs, comme tu l'as dit, si en plus il y a des liens en HTTP qui restent là, des choses pas bien faites, un mapping de redirection qui n'est pas bien foutu, moi j'ai vu des pertes jusqu'à 50-55% du trafic total. Donc du gain non, de la perte oui, très considérable. Oui, des lenteurs aussi, effectivement, parce que le HTTPS c'est plus lent, donc ça nécessite de mettre en place HSTS, HTTP2, et souvent ça se fait que bien plus tard, ce qui fait qu'en attendant, effectivement, on a un temps de chargement qui est moins bon, donc ça c'est pas idéal. J'y vois cependant un gros intérêt pour nous SEO, c'est que si on ne fait pas un ménage absolument considérable avant la migration, on se casse la figure. Et donc, du coup, on est obligé de mettre sur la roadmap un nettoyage considérable des 300 navigations, des erreurs 404, enfin, en gros, de tout ce qui est là, qu'on connaît, qu'on n'a jamais réussi à faire passer dans la roadmap. Donc là, on n'a pas le choix. Donc, au moins, ça fait un nettoyage qui est relativement salutaire. Et souvent, tous ces projets très techniques, pas très sexy, au moins, ils arrivent enfin à passer. Donc voilà, c'est le seul gain que je vois. Mais pour le reste, franchement... ça nous occupe à faire des tas de choses qui sont autres que de s'occuper du positionnement. C'est d'ailleurs une stratégie, je pense que Paul, tu seras d'accord là-dessus, il nous occupe avec des tas de trucs inutiles. En attendant, voilà, on ne se concentre pas sur ce qui permettrait de récupérer beaucoup plus d'audience. Alors, par rapport à la question, est-ce que ça a un impact sur le SEO? Pour répondre clairement, moi je pense que ça n'a aucun impact, on va dire, algorithmique ou de répercussion. Maintenant, ça peut en avoir, mais d'une manière différente, c'est-à-dire que ça peut potentiellement impacter le comportement de l'utilisateur lorsqu'il arrive sur la SERP ou lorsqu'il va afficher la page. Et ce comportement-là, s'il est amené à changer, peut impacter les statistiques que Google récupère sur la navigation. Et potentiellement, si des gens voient en rouge un canal non sécurisé qui ferme la page, peut-être que là, le SEO va en prendre un coup parce que le comportement sur les pages est différent. C'est parce que Google a décidé de mettre dans Chrome des alertes pour nous pousser à tous passer en HTTPS, on est d'accord. Oui, il nous force. Et donc pour toi, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pour toi, Google prend en compte certains critères de navigation, en tout cas aujourd'hui, pour valoriser un peu mieux les sites dans son ranking finalement. En plus, ce que je veux dire, c'est que quand les utilisateurs vont naviguer sur le site, Google prend en compte certains critères. Les utilisateurs qui arrivent sur le site, évidemment, soit ils visitent la page et ils font précédent, ils retournent dans la SERP pour visiter un autre résultat. Donc là, on est dans une visite qui n'est pas qualitative. Oui et non. Aujourd'hui, ils essayent justement de distinguer la visite qualitative parce qu'on a trouvé la réponse d'une visite non qualitative parce qu'on ne l'a pas trouvée. Je cherche la date d'anniversaire d'Alain Delon, j'ai ma réponse, je reviens, je fais une autre recherche, c'est considéré comme une visite qualitative. Mais alors justement, parce que je rebondis, parce que c'est un sujet sur lequel j'abordais, c'est que le taux de rebond, on a beau dire oui, il faut baisser notre taux de rebond, au final, je rebondis là-dessus, c'est quand l'internaute a trouvé l'information, il est content, il ferme son navigateur. Par contre, donc ça, on a une visite qui va durer 2 secondes, qui n'est pas forcément négative. Mais par contre, si on fait cette visite-là, qu'on fait un précédent, qu'on revient sur le moteur et qu'on visite une autre page, et qu'après on ferme le navigateur, typiquement, Google va se dire la dernière page qui est visitée peut-être autant de temps, mais cette personne, elle a fermé son navigateur. Donc elle a peut-être trouvé l'information. Donc finalement, le site visité en numéro 1, il répondait peut-être pas. Alors, si le site numéro 1, il a un canard rouge, le gars il le ferme, il visite un autre site, là ça va jouer sur votre référencement, pour faire simple. Le temps de réponse a aussi un impact.
Moi, je voulais juste partager un petit tip, parce qu'on est tous assez friands de ce genre de choses. C'est vrai qu'on soulève un point assez important, parce qu'on peut rester sur un article pendant, je sais pas, 10 minutes, mais on va lire que l'article, et puis on va partir ailleurs, on va partir déjeuner, on va revenir sur la SERP pour faire autre chose, parce qu'on a eu ce qu'on voulait, et on sera considéré comme un rebond. Ce qui est peut-être un petit peu injuste. Il y a une astuce qu'on peut retrouver dans les quand je dis les guidelines de Google, dans les blogs de Google, qui consiste à générer un event. Donc sous Google Analytics, ça doit être possible aussi avec AT et les autres outils. Et donc ça coupe le rebond. Donc on peut dire par exemple faire un time-out, je sais pas, à 1 minute, en se disant bah voilà, si la personne elle est restée sur ma page 1 minute, bah oui, je souhaite ne plus le considérer comme un rebond, parce que pour moi c'est pas un rebond s'il est resté 10 minutes. On peut aussi avec GTM faire coupler les choses en disant voilà, 10 minutes plus scroll sur la page, bon bah donc je fais un event, et l'event aura pour effet de ne pas considérer la visite comme un rebond, et donc ça peut être assez intéressant pour ceux qui ont des gros sites avec des volumétries importantes et qui s'intéressent à cet indicateur du taux de rebond. Moi je dirais juste que pour revenir au HTTPS, quand même la racine de HTTPS c'est de crypter ton trafic, justement pour pas qu'on te sniffe tes mots de passe, ou voilà. Donc là ils sont en train de nous imposer effectivement le HTTPS sur toutes les pages, qui est complètement ridicule. Hein, ou même si je suis un petit blogueur dans mon coin et que je ne vends rien, on m'oblige à passer on m'incite à passer au HTTPS. Mais après on n'est pas obligé d'accepter. Hein. Ok. Enfin, on fait plus que de t'inciter. Tu luttes. Voilà, on t'oblige. Mais il y a effectivement des gros sites e-commerce qui se portent très bien, qui ne sont pas encore en HTTPS. Effectivement, sur ta page, c'est normal que sur ta page de paiement tu sois en HTTPS, que sur une page. Voilà, c'est. Mais stop. Mais pour l'instant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit pas d'impact pour les sites qui passent en HTTPS, il n'y a pas de bonus, mais je pense qu'à terme, il y aura un malus pour ceux qui n'y sont pas. C'est-à-dire que si dans votre univers de concurrence, en gros, il y a 10% des sites qui sont en HTTPS, ça n'a pas d'impact. Si vous êtes dans les 10% restants qui ne sont pas encore passés en HTTPS, là, je pense que les classements, c'est plus problématique. Justement, je vais rebondir sur un truc que tu as dit, en termes de temps de chargement, en tout cas sur la partie web perf. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, notamment du fait que le mobile s'est beaucoup imposé sur la consultation en tout cas des pages. Je ne vais pas dire AMP, sinon Paul, je ne vais pas mélanger les deux sujets, mais on va parler web perf. Sur le critère web perf, est-ce que, bien sûr, on sait que c'est un critère. Dans quelle mesure c'est un critère qui a évolué de plus en plus? Est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte et qui devient tellement, ça tombe tellement sous le sens que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire et commencer par ça, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut encore se dire c'est bon, c'est pas le critère prépondérant et Google est encore un peu laxiste sur ce critère-là? Moi personnellement, je pense que c'est encore une fois une histoire de bon sens. Notre métier, il est fait que de logique et de bon sens. Et c'est même pas pour Google qu'on le fait. Hein. Je suis dans le train, je suis en 3G ou machin, je galère pour afficher une page, je ferme, mon cerveau a enregistré que ce site était lent et je passe à celui qui est rapide et je ne reviendrai plus jamais sur le site lent. C'est ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire rester de faire venir le visiteur chez nous et de le fidéliser. Mais ça dépasse le SEO. On n'a pas attendu Google, c'est ce que je dis à chaque fois dans chaque conf, on n'a pas attendu Google pour passer certaines pages en HTTPS, on n'a pas attendu Google pour travailler la performance des sites web. Oui, et si ce n'est que quand même, il y a dans beaucoup d'entreprises, les décideurs n'ont mis le sujet web perf en priorité 1 que parce que Google le demande. Et bien sûr. Parce qu'il y avait une chute de trafic potentiellement. Alors, par rapport à l'impact sur les rankings, etc., évidemment, c'est encore des histoires de... Alors, si ton site met 35 secondes à charger, tu peux te faire dégager. Oui. On avait un client qui avait laissé une grosse image, ils avaient fait une migration, mais ils avaient laissé une image qui faisait je ne sais plus combien de mégas. Ils ont dégagé direct. Et ils ont mis 3 semaines à revenir, juste en optimisant cette image. Vous voyez, les trucs basiques. Évidemment que si c'est hors moyenne, on va dire, que tu sautes. Et du coup, on va devoir en parler, mais l'AMP, est-ce que c'est... Juste pour compléter sur la web perf, moi chez un de mes clients, on a un site qui est identique dans X langues et je vois qu'au sein d'une même langue, en fonction du pays, j'ai des classements qui sont très différents. Donc
entre À cause de l'Espagne la et le web perf. Mexique, a priori, je ne devrais pas être en moyenne en position 5 en Espagne et en moyenne en position 15 au Mexique. Si c'est le cas, c'est forcément bien que la différence, c'est une question de web perf, ou en tout cas de mise en cache ou de manque d'un cache cloud. Trop de choses servies depuis la France qui mettent trop de temps à arriver, et du coup, les classements s'en ressentent. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut pas nier que la web perf a un impact très fort sur les classements, en particulier sur les résultats mobiles, mais pas que. Et avant tout, donc évidemment, ça a un impact sur la perception de l'utilisateur. Moi, j'ai un petit message à faire passer. Enfin, à mon avis, c'est un sujet sur lequel il faut être intraitable. Genre, en 2018, avoir à faire encore des recours de web perf en disant, gars, ton temps de chargement, il est de 30 secondes. Enfin, c'est compliqué d'être dev et de laisser passer ça en allant se coucher normalement et en n'ayant pas des cauchemars. Parce que, enfin, j'ai un moment où il faut qu'on se réveille. On entend aussi des devs qui nous disent, oui, alors, non, mais c'est pas de ma faute. Les utilisateurs mettent des grosses photos en ligne et du coup, c'est ça qui plombe les perfs. Non mais c'est à toi de vérifier au moment où de l'upload, resizer l'image, la transformer d'un PNG en JPEG ou des choses comme ça. Il y a aussi tous les besoins de tracking marketing qui font que les pages sont lourdes et lentes. Voilà, et les publicités où on te dira les pubs, c'est l'enfer. On est souvent responsable en interne de la lenteur. Mais la web perf, voilà, soyons intransigeants là-dessus. Il y a des outils français qui marchent très très bien sur le sujet. Allons-y quoi, faisons-nous plaisir, et c'est vraiment un sujet qui ne doit plus en être un rapidement parce que autre chose à faire, quoi. On a une petite question là, je vais donner la parole. Bonjour, je voulais savoir si pour vous aujourd'hui il y avait un vrai distinguo d'un point de vue perception algorithmique de Google entre la web perf et la perf crawler, donc temps de téléchargement et time to first byte. Bonne question. Qui s'y colle? Allez. David. Tu peux juste répéter la question? Alors, du coup, nous, on fait beaucoup de copiles et de task force perf qui emballent la perf utilisateur, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la web perf, et la perf crawler, donc tout ce qui va être lié au time to first byte et au temps de téléchargement, qui sont repris d'ailleurs dans la Search Console et qui sont des bons indicateurs derrière pour voir les upfly de capacité de crawl, etc. Et donc du coup, ma question, c'est d'un point de vue, aujourd'hui, il y a ces différents chantiers, parce que la web perf, c'est tout ce qui est front, c'est surtout front, la perf infra, donc du coup la perf crawler, c'est surtout l'infra au final, la latence réseau aussi, c'est beaucoup le back-end en fait, c'est beaucoup le plus côté back aussi. Et donc du coup, c'est des chantiers qui sont différents, des investissements aussi qui sont différents pour une entreprise. Et l'idée, c'était de vous poser la question sur le fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut se concentrer beaucoup plus sur la perf crawler, on va dire, avec un système de cache, etc., plus que la perf du bot, la perf bot, plus que la perf utilisateur. Est-ce qu'il y a un choix Je pense, avant de te laisser répondre, je pense qu'on ne vise pas les mêmes objectifs. Pour des sites à fort volumétrie, comme tu peux en connaître, si tu travailles les aspects plutôt, les courbes qu'on voit dans Google Webmaster Tools, qui vont être des courbes plutôt côté serveur, là on va travailler plutôt le fait que Google puisse crawler un maximum de pages sur un budget de crawl réduit. Google va t'attribuer, je sais pas, toi 1 heure, toi 2 heures, et en fonction de l'autorité de ton site, Google va passer plus ou moins de temps. Donc ça, c'est un premier objectif qui n'est pas forcément lié à l'utilisateur en tant que tel, qui est plus lié à le fait que quand tu publies une page, voilà, il te crawl vite et qu'il découvre rapidement les pages que tu mets en ligne, les nouvelles, et qui ne restent pas indéfiniment sur l'essentiel. Sur l'autre aspect qui va être la courbe globale du temps de chargement, je pense que, alors il faudrait demander à Gary ce qu'il en pense, parce qu'il devrait avoir un avis plus fin que le mien. On a les questions pour Gary. Ah, t'as des questions, voilà, très bien. Mais je pense que c'est plus lié en effet sur un système de perception utilisateur, de satisfaction, qui à mon avis a une influence, alors, je ne sais pas si c'est plus ou moins fort, en toute transparence, sur ton positionnement, voilà, et sur le positionnement qui va plus jouer sur les SERP en tant que tel. Voilà. Un contre-avis. Tu peux avoir un site qui charge très rapidement côté serveur, et après toute la data, les images et tout ça, là c'est super long. Donc en fait tu vas être très bien crawlé, mais par contre en termes de perception ça va pas être bon, et donc tu n'auras pas le double objectif. Je sais pas si j'ai été clair. Un contre-avis? C'est pas forcément un contre-avis. Bonjour Cécile, donc site avec beaucoup de pages. Pour ce cas, franchement,
Pour moi, ça sera plutôt le côté budget crawl, économiser le budget crawl au maximum, parce que sur des sites comme le tien, qui ont des millions de pages, l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de faire venir Google, de lui économiser du budget de crawl, et en lui faisant économiser du budget de crawl, faut pas se leurrer, hein. Google, il paye de l'argent pour venir sur nos sites. Donc si tu commences à essayer de lui faire économiser du budget de crawl, de lui faire économiser du temps passé sur tes pages, de ne pas lui dire d'aller sur des pages qui ne servent à rien, et d'aller sur les pages stratégiques, pour moi, c'est le levier le plus important en termes de value SEO. Et l'expérience utilisateur, c'est normal, faut même pas en parler, parce que il en va de la conversion, il en va de tout ça, il en va du parcours. Mais pour moi, d'un point de vue purement SEO, je pense que sur des sites, sur de certain nombre de pages, parce que je vois très bien ta question, c'est des millions de pages. Donc là, budget crawl, optimisation du passage au Googlebot pour lui faire économiser des ressources, parce que Google, il est content quand tu lui fais économiser des ressources. Donc moi, j'irais plutôt dans ce sens-là. Voilà. Parce que ma question, elle est là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous dites, on voit beaucoup, c'est la course un peu au classement JVN du Speed Index, où tous les grands directeurs... Mais en même temps, c'est bien, parce qu'avant, justement, avant ce genre de classement, on ne s'y intéressait pas. Ce que tu évoques, il y a 3 niveaux. Il y a un niveau au niveau du DNS. Il y a un deuxième niveau, au niveau de, en gros, ce qui est rendu par le serveur, c'est-à-dire les images, le HTML. Et puis, tu as un troisième niveau qui est tout ce qui va être interprété par l'utilisateur. Je dis aussi un peu pour vulgariser, parce que je ne sais pas si pour tout le monde c'est très clair. En gros, tout le JavaScript qu'on met sur un site fait du temps de chargement du côté du client, donc dans votre navigateur, et c'est ça qui donne le temps de chargement total. Donc, il y a en fait 3 couches. La première question à se poser, c'est où sont les principaux problèmes? Est-ce qu'ils sont côté du rendu navigateur? Est-ce qu'ils sont du côté de la réponse serveur? Est-ce qu'ils sont du côté du TTFB, du DNS? S'il y a un gros problème du côté du DNS, il faut commencer par là. S'il y a un gros problème du côté du rendu utilisateur, parce que les pages sont bourrées de jQuery, il faut commencer par là. Déjà, peut-être quand même, c'est le premier aspect. Ensuite, il y en a un autre, c'est quelle est la stratégie? Si la recherche vocale est prioritaire, le TTFB, c'est crucial, parce que c'est l'un des trucs qui vont faire que tu vas être choisi. Si vous avez déjà testé un assistant vocal, vous vous rendrez compte que la réponse, elle n'arrive pas tout de suite. Il y a un temps de latence qui est dû en fait à la techno Google. Si en plus votre site il est lent à répondre, c'est clair que c'est pas celui-là qui sera choisi en recherche vocale. Donc ça déjà, pour cet aspect-là, c'est relativement clair. Et puis ensuite, maintenant qu'on est en mobile first, il me semble quand même que le rendu total, avec tout ce qui est interprété côté navigateur, a pris beaucoup plus de poids si vous êtes passé en mobile first, parce que là, pour le coup, le critère, il est quand même vraiment utilisé, quoi. Donc, mais en fait, ouais, voilà, il faut les deux. En fait, il faut aller corriger en priorité là où il y a les plus gros problèmes, dans les 3 aspects de la question. Merci. Merci. Du coup, on parle du mobile. Donc, les temps de chargement ont forcément eu un impact, et on est Google est en train de déployer un index mobile first. Est-ce que vous avez constaté, c'est très récent, est-ce que vous êtes passé sur ce mobile first index sur certains clients, sur certains sites que vous avez? Est-ce que vous constatez que le bot de Google mobile passe beaucoup plus qu'avant? Et est-ce qu'il passe vraiment plus que le bot desktop? Et est-ce que vous avez étudié la potentielle différence de ranking entre le résultat desktop et le résultat mobile? Et est-ce que vous voyez vraiment des différences? Ou est-ce qu'on en est encore à l'état des prémices sur cette partie mobile? Actuellement, pas de retour. Il faut plus de temps pour voir tout ça. C'est très récent. On reçoit encore des mails sur le passage mobile first, donc c'est tellement récent que c'est même pas dit. Et quand on voit l'inertie qu'il y a eu au moment de l'annonce, de la mise en pratique du mobile first, tout ça, on voit quand même qu'il y a une certaine inertie. C'est pas dit forcément qu'il y ait des répercussions dans l'immédiat. Peut-être qu'ils vont faire ça petit à petit. Pareil, ça demande énormément de ressources à Google pour déployer tout ça. Il est possible qu'ils le fassent en étapes, et qu'il fasse même des rollbacks. On le voit sur des mises à jour, il revient en arrière, il regarde. Enfin, on est dans le machine learning aussi, c'est-à-dire qu'il teste des choses, il voit les retours statistiques, il peut revenir en arrière, avancer. Et aujourd'hui, je pense que sur le mobile, on n'a pas un recul assez... on n'a pas assez de recul par rapport à ça. Enfin, en tout cas, moi, pas assez par rapport aux centaines de sites qu'on a. Qui sont gérés. Ouais, moi, je suis
suis d'accord avec toi, David. Hein. J'ai l'impression que dès que Google fait une annonce, tout le monde essaie de se jeter dessus, de donner son petit avis, de son machin. Ça ne sert absolument à rien, on n'en sait rien du tout. Et là, on parle de Mobile First Index, machin. Alors, on a des sites qui reçoivent le message comme quoi ils sont machin. Les sites, ils répondent en 503, ils sont même pas, tu vois, ils sont même pas actifs. Enfin, pour l'instant, c'est nawak. Puis pareil, j'ai découvert récemment que le cache, on pouvait plus accéder au cache des sites qui étaient passés en mobile first. Voilà. Alors ça c'est un chiant. truc, quand j'ai vu ça, c'est un bug. Tous les sites qui sont en mobile first, t'as plus accès au cache. Tu fais afficher cache, il te met URL. C'est problématique. Ouais, c'est problématique. Ouais. Ouais. Je pense pas que ce soit l'intérêt de Google de faire trop de changements au moment du passage mobile first, sinon ce serait la teuf, tout le monde dirait putain la vache, il y en a qui seraient avantagés, d'autres pas. Donc je pense qu'ils ont tout intérêt, c'est comme ça que je leur ai fait, voilà, comme pour HTTPS, ils font ça, ils ont intérêt à ce que ça bouge pas trop, et après, une fois que c'est propre, c'est mis, c'est déployé, là ils vont commencer à faire des changements pour que ce soit moins visible, quoi. Surtout qu'ils ont commencé par les sites qui étaient prêts. C'est aussi pour ça qu'on voit peut-être pas beaucoup d'impact. Moi non plus, j'en ai vu aucun. Mais il y a quand même peut-être une chose, c'est que, alors moi, sur les sites que j'ai vu passer, ils avaient un contenu qui était ISO en version mobile et en version desktop. Souvent, nous, si on a laissé passer pas mal de choses sur le mobile, enfin, je sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé, parce qu'au finalement, on finit par lâcher pour dire oui, ok, tu veux moins de contenu sur la partie mobile, oui, tu n'auras pas ton bloc de rebond là, oui, il y aura ça en moins, il y aura ça en moins. Et au final, c'est ça le danger. C'est-à-dire que si vous avez un site mobile qui est d'une optimisation différente de votre site desktop. Alors aujourd'hui, on le voit peut-être pas, mais moi je pense que dans les 3 à 6 mois qui viennent, on risque de voir des baisses sur des sites mobiles qui ne seraient pas ISO en termes de contenu entre le mobile et le desktop. Pour moi, c'est ça le risque. Après, le reste. Justement, l'erreur, c'est de se dire j'ai une version desktop, c'est bien, ça s'affiche sur tout mon écran, je peux lire, et de se dire ouais, mais ma version mobile, le contenu, personne va scroller jusqu'en bas pour le lire, ça sert à rien, je dégage. Ouais, sauf qu'en fait, la version mobile, c'est celle que Google va prendre en compte, donc tout le contenu que vous aurez pondu sur la version desktop ne sera pas pris en compte, vu qu'il passe mobile first. Mais ça reste encore à prouver. Moi, j'ai un test en cours où j'ai justement 2 versions non ISO. Pour l'instant, j'ai pas un déclassement, j'ai pas. Voilà, ce que je dis, c'est par étapes. Là, ils envoient les mails, puis on voit, c'est par salve, c'est pas tout le monde d'un coup. Donc, petit à petit, par étapes, je pense. Le crawl semble quand même très important du crawl mobile. Moi, je le vois avec nos clients qui ont les logs pluggés. Ça s'affole quand même. Donc, ça crawl très fort, à peu près 1/3 à 2/3. Il refait des crawls complets, il cherche de la data, il cherche quelque chose de précis. Il est sûrement en train de compiler derrière. Est-ce que demain, on fera des optimisations dédiées sur le mobile avec le budget de crawl? Voilà. Sachant qu'en plus, il y a 2 niveaux de crawl aujourd'hui. Il y a le crawl traditionnel, celui dont on a les traces dans la Search Console, et le crawl complet interprété, où il exécute tout ce qui se passe côté navigateur, côté client. Et donc, il a un double crawl à effectuer, et il le fait en 2 étapes. Et du coup, forcément, les chiffres de passage du crawler s'affolent. D'où encore plus d'importance du coup de travailler le budget de crawl, du fait qu'il y ait en plus 2 crawlers et un crawler mobile et un desktop. Ouais, même si j'ai quand même l'impression qu'il a un peu décapsulé les budgets de crawl pour le passage au mobile first, comme il le fait pour les migrations HTTPS ou les migrations de sites. Quand on a une modification majeure, enfin moi j'ai l'impression que dans ces cas-là, les vannes sont un peu ouvertes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pendant une durée restreinte, mais les vannes sont assez ouvertes. Par rapport au passage de Googlebot et Search Console, Google il fait ce qu'il veut. Hein. C'est-à-dire que vous lui envoyez dans la file d'attente des indexations, une indexation de page, il va passer sur la page, il va l'indexer par rapport à son contenu, mais si vous lui renvoyez et que vous lui demandez de l'indexer, il va la rafraîchir, mais c'est lui qui décide. Il fait ce qu'il veut. Et parfois tu lui dis, nous on a lancé toute une batterie de tests sur Google Search Console et toutes les actions qu'on peut faire sur Search Console, sur explorer l'URL, explorer les liens internes. Et en fait, on analysait les logs à chaque fois qu'on lançait, c'était timé, hein, on faisait sur 24 heures, et on voyait qu'en fait, la seule chose qui respecte Google, c'est la première fois où tu envoies l'URL, et après, tu peux mettre la queue, dans le machin, il fait ce qu'il veut. Faut pas se rater sur le premier. Voilà. En fait, quand on envoie une page optimisée à Google qu'on veut l'indexer, il faut qu'elle soit parfaitement optimisée aux petits oignons, parce que sinon, vous êtes tributaire du prochain passage, parce que vous ne pourrez pas forcer. Enfin, en tout cas, on peut plus. La première fois doit être la bonne, quoi. Sauf pour Google News. Oui. Sauf Google News. Ça, c'est un bon tip, ça. Justement, on va parler contenu. Du contenu
j'ai mis que la longueur moyenne des contenus s'était un peu allongée. Et nous, il y a juste un truc qu'on a constaté dans les résultats de recherche. La SERP change beaucoup. Il y a de moins en moins de résultats de forums, de type forum, d'UGC, et de plus en plus de résultats qui sont du contenu qui s'est un peu allongé. Des plateformes qui ont énormément grimpé, type Eureka, qui crée du contenu pour répondre à des questions sur les users. Dans quelle mesure ça a changé depuis 2-3 ans? Comment est-ce que ça évolue? Quel est votre feedback là-dessus et qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Non, mais c'est vrai qu'on l'a tous fait et préconisé à nos clients effectivement de rajouter des contenus sur certaines pages. Et on voit maintenant des gros pavés en fait que personne n'a envie de lire. Et en fait, je crois qu'on est en train je pense à un cas notamment qui est le rachat de crédit, quoi. Donc tu as le premier qui est Meilleur Taux, historiquement, qui avait un contenu de fou. Il en est revenu, Meilleur Taux, de ce contenu de fou. Et notre client, pareil, donc on lui a fait rajouter du contenu, des réponses à des questions sur la page, ce qui est complètement débile. Qu'est-ce que l'utilisateur il cherche quand il tape le mot-clé rachat de crédit? Il cherche pas à lire un pavé, il cherche quoi? À simuler et avoir une réponse, donc un formulaire il cherche. Et donc tu vois que Meilleur Taux a changé sa page, est revenu, tu vois. Du coup, ça veut dire que Google arrive mieux maintenant à contextualiser l'intention de la recherche? C'est pas comme ça que ça va se passer, je pense. Tu vois. C'est si je me barre du site et que je vais sur l'autre parce que tu vois. Donc il y a un critère qui est pris en compte là-dedans pour justement se dire je cherche rachat de crédit, je tombe sur une page avec un super gros contenu mais j'ai pas trouvé mon résultat, je m'en vais. Je vais sur une autre page qui a un contenu beaucoup plus petit mais je trouve le résultat. Google valorise. Il y a un outil qui répond à ta requête. Oui. Ouais, ok. Alors après, par rapport au sujet de conf, IA et contenu, ce qui est intéressant, et il faut le savoir, c'est que depuis 2015, Google, alors on l'a vu, tu as mis 2016, mais il me semble que c'est 2015. Ouais, c'est 2015. Ouais, 2015. Amit Singhal, qui était en poste chez Google, a laissé sa place de poste pour quelqu'un qui était spécialisé en machine learning, qui s'appelle Jeff Dean. Et lui, en fait, c'était vraiment le spécialiste de l'IA chez Google. Et il s'est dit, on va mettre de l'IA dans Google, donc RankBrain. Donc en 2015, on s'est dit Google va commencer à apprendre par lui-même et essayer d'avoir des... Alors, du point de vue contenu, moi j'ai repéré des choses, c'est qu'en fait, on a différentes typologies de requêtes. Et on voit que les SERP sont différentes en fonction de ces typologies de requêtes. On a les requêtes de type navigationnel, on a des requêtes de type informationnel et on a des requêtes de type transactionnel. Par exemple, quand on va... mais c'est en train de changer, mais au début, quand on tapait achat snowboard ou achat max de plongée, peu importe, en fait, les pages qui sortaient, c'était des pages produits, type, et il n'y avait pas forcément beaucoup de contenu. Et quand on regardait la typologie de ces pages, finalement, elles n'avaient pas beaucoup de contenu. J'en reviens. Aujourd'hui, il faut quand même du contenu, parce que... Mais ces requêtes-là, ces SERP-là, elles sont très particulières. On a aussi les requêtes informationnelles qui sont les People Also Ask, qui sont des recherches complètement différentes. Et Google, il affiche des résultats finalement un petit peu en rapport de ces requêtes. Donc le contenu, la manière dont il est agencé, la manière dont on le présente et la manière dont les internautes cherchent ce contenu, il faut pouvoir corréler. Donc peut-être que Meilleur Taux, il y a eu un moment, on était requête transactionnelle ou informationnelle, il s'est peut-être un peu perdu, je sais pas, moi hypothèse, mais ça peut jouer là-dessus. Mais le type de requête, on est d'accord que pour le coup, Google a aujourd'hui les moyens en termes d'intelligence et de machine learning pour détecter l'intention d'une requête, le parcours qu'il y a derrière, et donc alors, il y a potentiellement un intérêt à catégoriser ces requêtes quand on va construire des landing pages, qu'on va construire une partie de son arborescence pour bien répondre à ces requêtes-là. On ne va pas construire le même contenu sur une... Peut-être que ce que je dis c'est évident, mais en fait est-ce que ça a vraiment évolué? On ne va pas construire le même contenu sur un configurateur ou un simulateur de crédit, on ne va pas construire le même contenu sur une landing page produit et on ne va pas construire le même contenu sur un résultat vidéo, quoi. Alors là-dessus, je veux remonter, mais pour moi, ce qui a révolutionné la recherche au niveau AI et RankBrain, c'est le jour où j'ai découvert que quand je tapais assurance auto et assurance voiture, j'avais strictement la même SERP. Avant, c'était deux requêtes distinctes. Vous aviez des SERP complètement différentes. Donc en fait... Très très longtemps. Oui, mais il y a des gens qui ne se disent pas qu'avant, c'était assurance auto, c'était une recherche et c'était une page dédiée à assurance auto. Aujourd'hui, vous pouvez faire une seule page pour ces deux requêtes parce que finalement, Google, il a détecté les entités, il sait que assurance voiture, assurance auto, c'est la même. Mais avant, c'était des SERP différentes.
Et ça, c'est quand même, ça a été aussi un peu l'avènement de l'IA par rapport à de corréler les infos. Et c'est du coup pour ça que maintenant on balaye le champ sémantique dans une même page plutôt que de faire X pages sur des déclinaisons d'un mot. Et c'est aussi ce qui nous conduit d'ailleurs à faire des contenus plus longs également, hein. Pas seulement pour le SEO, mais aussi de manière logique. Parce qu'il faut traiter du synonyme, parce qu'il faut traiter du... La longueur du contenu, c'est quand même un levier qui marche quand même super bien encore. Moi, je l'ai fait sur un de mes sites il n'y a pas longtemps. J'ai fait 20% de trafic en plus sur le mot CSS. Je fais Mumuse. Ça marche encore super bien. Donc, il y a un premier point. Et puis, il y a un deuxième point aussi qu'on a déjà cité dans de nombreuses conférences avant, c'est la notion d'entité nommée, quoi, qu'il faut peut-être répéter ici, qui est très importante. Le fait de dire que quand on va réfléchir à une requête, et ça va être l'une des choses qui va différencier, notamment sur tout ce qui va être le machine learning, c'est que et ben voilà, voiture, auto, il va associer que c'est la même chose. Et donc, nous, on a fait un truc, par exemple, très simple en R&D pour tester, c'est que on a dit, très bien, il faudrait qu'on puisse définir des entités nommées et puis leurs synonymes. Et une fois qu'on a, par exemple, j'ai toujours mon exemple très simple, plus drôle qu'autre chose, avec donc mon entité nommée Nicolas Sarkozy, et puis en synonyme, je vais mettre Sarko, bling bling, et voilà. Et donc du coup, tout con, je vais scanner tous mes articles. Et quand je vais trouver soit Sarko au lieu de Nicolas Sarkozy, je vais faire un lien vers ma page de tag Nicolas Sarkozy. Et vous voyez, si je pousse le raisonnement un peu plus loin, je peux faire aussi une notion d'associer en disant, voilà, Nicolas Sarkozy, c'est associé à la politique. Et donc, je vais refaire des synonymes. À prison. Voilà, à prison, bientôt. Voilà, donc là, il y a quelque chose de très simple à faire en termes de maillage interne, qui serait d'avoir un référentiel de mots bien précis, sans avec S ou sans S, et donc assurance auto, on aurait assurance voiture, assurance automobile, et à chaque fois qu'on aurait un rédacteur qui travaille sur la sémantique, on aurait un lien sur assurance voiture et assurance auto, tout simplement parce que derrière on a un référentiel qui est propre, et ça c'est assez gagnant en termes de SEO, je pense. Sur la longueur du contenu, il y a deux aspects. Il y a un, si vous avez des contenus trop courts, ça vous pénalise. Très clairement, moi j'ai fait plein de fois de supprimer X pages avec du contenu faible ou quasiment nul. Il y a un effet bénéfique vraiment immédiat. Et ensuite, sur le contenu plus long, effectivement, je te rejoins, c'est essentiellement sur les requêtes informationnelles. Et là, quand on parle de contenu long, on parle quand même de contenu très long, voire très très long. Là aussi, le vocal, c'est un peu ma marotte du moment, et il y a quand même quelque chose d'assez net, c'est qu'on voit aujourd'hui beaucoup en vocal remonter un morceau de phrase d'une page très très longue. C'est-à-dire que là où avant, quand on faisait une FAQ, on faisait une page par question et où on demandait à ce qu'il y ait un minimum de X signes par page pour pas être justement dans le scene content, aujourd'hui on va plutôt aller recommander d'aller faire une page longue avec un gros paragraphe ou une grosse section par angle de type de question sur un même sujet. Et à l'intérieur de cette page très très longue, Google va aller faire son marché en recherche vocale pour aller prendre juste un morceau qui correspond à la recherche de l'internaute. Donc moi je me dis, ce qui fait sur la recherche vocale, c'est ce qui a été développé en dernier. Donc, si c'est ce qui a été développé en dernier, c'est sans doute l'axe qu'ils choisissent pour le futur de leur algo. Et donc, forcément que le contenu long, c'est la voie à creuser. Donc, du contenu plus long d'un côté et une élimination des contenus trop courts de l'autre, ou l'augmentation du contenu sur les pages trop courtes. Tu as parlé t'as parlé d'informationnel pour la partie contenu long, mais on voit pas mal, nous, sur les rankings, qu'il y a beaucoup de sites qui commencent à rédiger des contenus hyper longs sur des comparateurs ou de la comparaison de produits, qui sont principalement des affiliés souvent. Ouais. C'est des comparaisons de produits, donc ouais, chaque information. Ok. Et la fiche produit, c'est informationnel aussi, d'une certaine manière. Juste par rapport... moi, j'essaie de bien revenir par rapport à l'IA et Google, par rapport au contenu. Donc, la question, c'était de se dire, est-ce qu'on peut faire face à l'IA de Google? Est-ce que les leviers du SEO peuvent faire face à l'IA de Google? Moi, j'ai envie de dire oui, parce qu'en fait, nos outils SEO, et aujourd'hui, on va utiliser l'IA pour comprendre l'IA de Google. Typiquement, quand on parle de contenu long pur et dur, pour l'avoir testé, c'est pas forcément ce qui va marcher. Ce qui va marcher, ça va être de créer des clusters, faire du clustering de mots-clés, c'est-à-dire de compartimenter, de rechercher toute la sémantique qui s'y rattache. Et en fait, on va optimiser nos contenus longs
mais de manière algorithmique. Et c'est là où l'IA devient intéressant. C'est-à-dire que nous, on peut très bien avoir des modèles et se dire, voilà, moi j'ai une page, je veux la faire ranker sur le mot-clé assurance, je ne sais pas pourquoi on prend toujours assurance, mais assurance voiture. Je vais prendre par exemple les 100 premiers résultats, notamment des pages qui n'ont pas de backlink, donc le contenu pur. Je vais mettre bout à bout tous ces contenus. Je vais commencer à faire mouliner et on peut faire soit du TAL, donc le TAL, ça va être générer des contenus à base de n-grammes, on va prendre statistiquement les 2 mots qui se suivent, puis les 2 mots qui se suivent, ou les 3 mots, peu importe. Donc là, au début, on faisait du TAL pour essayer de comprendre un peu le côté génération de contenu. Ça a marché, puis Google, il nous a rattrapé au niveau IA, il a réussi à détecter ces contenus. Donc là, on est passé sur des modèles qui sont différents. Clustering de mots-clés, donc là, finalement, on comprend qu'il faut du contenu humain, mais quels sont les mots-clés à mettre? Il faut détecter les mots-clés, la sémantique, donc on va faire du clustering, et puis, typiquement, il faut mettre ces mots-clés, ces mots, assurance auto, assurance voiture, ça doit être présent dans le texte. Et Google, par exemple, quand il va lire un contenu, moi je prends toujours l'exemple de la Maison Blanche. Tu mets Maison Blanche dans un contenu, Google il va s'entendre à voir quoi? Président, Trump, USA, mais tous ces mots-là, il faut les insérer dans votre texte. Parce qu'en fait, statistiquement, Google, il se dit, il a bien cherché toute l'information, il a bien ratissé large. Et le but, c'est de ratisser large en mettant le plus de synonymes, le plus d'expressions complémentaires. Et voilà, et là, ça devient pertinent. Et c'est pour ça qu'on parle de contenu long. Parce qu'en fait, il faut les mettre, toutes ces informations. Mais l'IA, peut nous aider dans le sens où on peut traiter cette manne d'informations du volume de recherche, des pages positionnées, on met tous ces textes bout à bout, et après, on peut en sortir de la data qu'on peut exploiter pour essayer de se... Ce qui est pernicieux, c'est qu'il y a quand même des requêtes sur lesquelles on n'a pas des quantités folles de choses à raconter et qu'on se retrouve quand même, dans certains cas, à recommander de faire une page longue horriblement délayée, quoi. Et ça, c'est... bon, alors avant, on écrivait pour Google, on répétait les mots-clés comme des bourrins, c'était pire. Donc là, aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux, puisque comme le moteur de recherche Google a amélioré son intelligence, finalement, aujourd'hui, on peut dire qu'on écrit pour l'internaute avant tout, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Mais malgré tout, il y a quand même des cas encore aujourd'hui où on est obligé d'écrire vraiment pour Google. Ce que Virginie dit est très important par rapport à ce qu'on appelle le keyword stuffing, qu'on a beaucoup pratiqué dans le passé. Aujourd'hui, un peu trop de répétition et tu bascules dans l'autre sens. Mais voilà, un mot-clé, tu n'as pas besoin de le répéter 10 fois dans la page. Même le mot-clé assurance auto dans ta page, si tu le répètes 3, 4 fois. Voilà, par contre, évidemment, assuré, assureur, tous les synonymes, plus les devis, enfin voilà, tout. Pardon. Ouais. Non mais c'est bon, c'est bon. Enfin voilà, diversifier effectivement, mais ne pas basculer en mode qui. Et on le voit encore dans beaucoup d'e-commerce. Évidemment, ils ont la page de catégorie avec le listing produit. Super, les produits donc qui se répètent, ça, il n'y a pas de souci. Je sais pas moi, table basse, Sequoia, table basse, machin, sur les produits, donc ça fait le maillage sur table basse, mais avec le petit texte en dessous, évidemment la petite phrase en haut, et le petit pavé en dessous, où le table basse, il est encore mis 215 fois. Une bonne densité, là. Et tu vois que le mec, il chute. Il chute. Ouais. Du coup, c'est vrai que sur les fiches produits, on a une problématique quand même par rapport au contenu, c'est qu'il est souvent fourni par les fabricants et qu'un peu tout le monde a le même. Et que, voilà. Mais en même temps, j'ai l'air d'enfoncer une porte ouverte, mais le nombre de e-commerçants où aujourd'hui on n'arrive pas à débloquer, on arrive à débloquer des budgets SEO, on arrive à débloquer des budgets SEA, mais on n'arrive pas à débloquer des budgets en création de contenu. Or, c'est dingue. Aujourd'hui, c'est déjà devenu très difficile d'arriver à se positionner avec un texte qui est le descriptif fabricant, mais autant dire que dans 5 ans, il ne faudra pas y compter, quoi. Donc là-dessus, on parlait d'IA depuis tout à l'heure, il y a quelques solutions qui commencent à émerger de création de contenu robotisé, et je pense que pour certains contenus, c'est la solution. D'ailleurs, les médias eux aussi l'ont fait, tous les textes de résultats des élections, par exemple, dans certains médias, par exemple Le Monde l'a fait, je crois, ou sur les résultats sportifs, ils arrivent à créer des textes automatisés par des robots, et c'est vrai qu'on a un niveau de qualité qui en réalité est suffisant, et en plus qui a un niveau de langue qui est assez simple, ce que Google préfère, parce que là aussi on l'a pas dit, mais si vous avez un niveau de langue un peu trop enlevé avec des expressions un peu rares pour votre SEO, c'est pas terrible, ce qui peut poser problème dans des segments très haut de gamme. Les uns les autres, vous avez déjà testé ce genre de solution sur un site, sur plusieurs sites, en complément de la production de contenu? Alors, ça tombe bien qu'on en parle. Donc moi je suis consultant externe pour Réputation VIP, et en fait nous on a mis en place une IA de génération de contenu qu'on
sur laquelle on travaille. Et là, on travaille sur un modèle qui est Word2Vec. Word2Vec qui, en fait, en gros, c'est la vectorisation potentielle des mots-clés. C'est-à-dire que, un exemple tout con, si je fais roi moins femme égale reine. Vous voyez ou pas le... Et ça, on peut modéliser ça. C'est-à-dire qu'en gros, on peut modéliser des reines d'Angleterre, pareil. Enfin, j'ai un exemple. Bref, toujours est-il qu'on peut vectoriser tous les mots, peuvent avoir des significations qui ont un sens assez proche. Et en vectorisant tout ça, on peut générer des contenus. Donc, c'est pas compliqué. On récupère des corpus. Enfin, c'est pas compliqué. On récupère des corpus énormes sur une thématique, par exemple, juridique. On va récupérer les corpus sur... donc les corpus, c'est quoi? C'est récupérer des contenus de tous les sites d'actu, de tous les... Et on va faire mouliner tout ça. Et après, on va commencer à créer une sorte de modèle. Donc on va créer des chaînes de matrices de co-occurrence. Et en fait, on va se rendre compte que quand j'ai ces 5 mots-là, quels sont les 5 qui se suivent statistiquement? Et en fait, on va se rendre compte que parfois, on a des corrélations, mais pas forcément les mêmes mots, ou alors que ça peut être écrit différemment. Et c'est là où on rentre dans l'IA, parce que finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser toute la data, tous les contenus et toutes ces suites de mots qui sont mis bout à bout pour faire mouliner et pour en sortir de la statistique. Et cette statistique, après, on peut lui faire réfléchir, on peut lui faire écrire. Après, s'il y a un humain derrière, il peut corriger. S'il corrige, il donne une information pour à nouveau améliorer. Et là, on est dans le machine learning. Donc de la même manière qu'à un moment il y avait de l'analyse de tout ce qui se passe sur la partie netlinking, comment Google réagit au fait d'avoir plusieurs liens en fonction de leur destination, etc. On a un peu les mêmes processus, du coup c'est ce que tu as sur le contenu, à savoir on peut jouer à armes égales entre guillemets avec Google sur utiliser des technologies que eux utilisent pour lire et les contenus pour potentiellement en produire. Word2Vec, c'est brevet Google, hein. Alors, nous aussi on travaille là-dessus en interne, mais il y a des solutions encore assez simples et qui fonctionnent encore, qui sont des solutions à base de spin à trous. Quand tu as des sites, je dis une bêtise, tu dois générer des pages pour les 36 000 communes multipliées par le nombre de... Alors lui, il est très faible, tu vois, et pourtant ça passe. Je pensais plutôt à des noms. Non, enfin voilà, mais... Ça fonctionne encore très bien. Et j'ai envie de dire un truc. Attention. Plus ton texte est court, moins il détecte de duplicate. Plus ton texte est court, plus finalement les seuls éléments sur lesquels il peut se raccrocher, ça va être le title, le H1. Voilà. Et des fois, et j'adore cette phrase, less is more. Voilà. Et comme c'est de la requête long train... C'est le sujet de la conférence d'après, Paul. Ah bon? Ouais. Tu veux intervenir aussi dans Non, absolument pas. On va peut-être rester. Ouais. Voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est la différence entre le machine learning et le deep learning? Tu tiens à ces trucs-là. Ouais, attends, j'ai potassé le sujet. Allez, vas-y. Est-ce que tu peux nous l'illustrer avec un exemple sur la partie netlinking? Et ensuite, on va ouvrir aux questions, parce que je pense que les gens ont plein de questions. Mais vas-y. Tu veux dire quoi sur la partie netlinking? On parle pas de hamp alors. Virginie est venue pour ça en fait. Désolé, Virginie. D'un point de vue netlinking, s'il y a de l'IA? Ouais, en fait, comment aujourd'hui Google, via machine learning ou deep learning, et comment tu vois quelle est la différence, pour l'expliquer. Est-ce que, du coup, ces mécanismes sont utilisés, à quel niveau ils sont utilisés dans la considération des liens pour la prise en compte dans l'algorithme? Alors moi, je vais prendre un exemple concret. Pareil, c'est de l'IA qu'on a mis en place, c'est pour la détection des noms de domaines expirés. Donc c'est un peu basé sur le netlinking, parce qu'on se base sur les stats de netlinking. Et en interne, nous, donc, on crée des réseaux de sites à base d'expirés, et il nous faut parfois 100, 200, 300 expirés dans une thématique. Le faire à la main, je l'ai fait au début. On a des chefs de projet qui le font, et la problématique, c'est qu'on s'est dit, mais ça serait bien si notre outil, on lui rentre un mot-clé, et il nous trouve tous les expirés dans sa base qui sont en rapport avec ça. Mais qui ne soient pas spammés, qui ne soit pas un historique qu'on ne veut pas, qui ait des métriques que l'on souhaite, avec les mots-clés que l'on souhaite. Bref, ça fait pas mal de choses. Donc ce qu'on a fait, on s'est dit, bon, on va faire une IA pour ça. Et donc, comment on a fait? On avait des métriques, on a de la data. Ces datas-là, on les flaguait quand elles avaient tel ou tel niveau, et après, on a commencé à l'entraîner. L'entraîner, c'était quoi? C'était tout simplement mettre une personne derrière l'ordinateur, les noms de domaine défilaient, et il disait oui ou non. Oui, ça veut dire que ça rentrait et que l'intelligence avait bien fait son choix. Non, pourquoi?
Et là, on rentre le paramètre du pourquoi. Là, on est dans du machine learning. Et là, on est encore du machine learning. Mais les métriques, tout ça, le netlinking, pareil, on peut adapter l'IA pour récupérer de la data et en faire... voilà. Et aujourd'hui, notre algo, à bout de quelques semaines, on l'a fait travailler, on l'a fait apprendre, mais grâce à l'humain. Sur un jeu de données que tu as Sur un jeu de données, exactement. Et adapté à Google, rappelons que sur HankBrain, Gary l'a dit dans une conférence, l'idée c'est d'adapter en fait plutôt le deuxième résultat de Google. C'est-à-dire qu'on va taper, on va dire voilà, donne-moi cette information. Elle ne va pas forcément correspondre à nos attentes. Et donc, à la seconde recherche, on va avoir des résultats un peu altérés. Hein, c'est l'utilisation de l'historique, choses comme ça. Donc, il n'y a pas forcément qu'une modification directe de la SERP. Ça peut être aussi quelque chose d'adapté. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous amuser à faire taper dans Google avec le vocal. Vous dites, voilà, quel est le président de la France? Voilà, il va vous dire Emmanuel Macron. Puis après, vous dites comment s'appelle sa femme. Et il va répondre. Ouais. Pareil, quand tu prends un billet de train, quand tu veux voyager. C'est ça la démonstration qui est Sauf que si tu fais cette recherche-là et que tu le fais sur un assistant vocal, ça marche pas. Hein. Donc il y a eu beaucoup de très belles présentations de Google là-dessus, sur tout ce qui est machine learning. Moi je trouve qu'au-delà des présentations, c'est comme le truc qu'ils avaient fait là, je sais plus dans quelle conférence où une IA appelait un coiffeur pour prendre un rendez-vous, etc. Bon, on l'a su après, c'était bidonné. En 2048 voilà. Donc bon, tout ça, il faut quand même être un petit peu prudent. Moi, quand je vois le dernier Google Images avec un filtre d'intention où on clique dessus pour savoir ce qu'on veut vraiment, je me dis que finalement le machine learning par rapport à l'intention et ce qu'on a fait avant. Bon, entre le discours et la réalité, il y a encore du chemin. C'est vrai que c'est pas parfait. En tout cas, ça marche quand même avec le petit micro dans Google. Vous savez, vous faites une recherche, il y a un petit micro. Et si vous cliquez sur ce micro, enfin une recherche vocale, mais pas via Google Home, mais via votre ordinateur, là quand même ça fonctionne. Mais je suis d'accord, c'est encore très perfectible pour ceux qui ont sur tablette pour moi. Sur tablette, ouais, peut-être. Ok, merci. On va ouvrir un peu aux questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez pris en main le sujet? Pas du tout, pas de questions. Alors on n'a pas parlé d'AMP ni de netlinking en fait. Ouais. C'est pas une question, c'est une remarque. Google est passé du champ sémantique au champ lexical. C'est ça que vous nous racontez depuis tout à l'heure. Alors dites champ lexical, s'il vous plaît. Champ sémantique, c'est tampon encreur, ouais, périodique. Tout à fait, champ lexical. Mais moi je parle de corpus sémantique. Oui, oui. Ouais. Juste pour ceux qui ont envie de faire de l'IA, c'est ouvert à la porte de tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils qui nous permettent de faire notre propre IA. Si demain, vous êtes parieur sportif, vous voulez faire votre IA sur la Ligue 1, eh ben, vous pouvez le faire. Alors, je vais vous donner 2 outils qui le font très bien, mais vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez remplir dans des colonnes, des datas. À la suite, chaque ligne aura des datas et en fait, l'outil va vous prédire quelles sont les 10 000 prochaines lignes. Donc si on met la forme du joueur, le club, les points, machin, tout plein de datas qu'on pourrait avoir, ben après on peut avoir un modèle prédictif. Mais on peut le faire pour le SEO, on peut le faire pour tout, hein, pour le perso. Donc on a un outil qui s'appelle prevision.io. Je remercie Clément Chal qui n'est pas là, mais qui me l'a montré, c'est absolument génial. Donc vous pouvez vous faire vos propres modèles prédictifs. Et sinon, il y a un outil Google que Ayman m'a donné tout à l'heure, qui est gratuit lui complètement, qui s'appelle donc SensorFlow. Voilà. Et là, c'est gratuit, c'est open source, on peut faire de l'IA, on peut importer ses modèles, sa data. En fait, ce qu'il faut, c'est de la data exploitable. Et après, on fait mouliner et on peut faire de la prédiction. Et du coup, pour aborder quand même le sujet de netlinking, aujourd'hui, on a l'impression que Google, avec l'intelligence artificielle, a un pouvoir un peu surdimensionné avec l'apprentissage automatique, etc. Est-ce que les liens ont perdu d'importance au regard d'autres critères? Est-ce que c'est toujours aussi important? Est-ce que les algorithmes et les mises à jour d'algorithmes continuent de lutter contre le spam? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est juste intégré dans le moteur et qui n'évolue pas? Déjà, le business de la vente de liens, c'est complètement développé. Hein, c'est énorme, le nombre de boîtes qui vendent du lien. Le nombre de médias qui vendent du lien. Le nombre de médias qui sont en train de recevoir en ce moment des messages dans leur Search Console pour liens sortant factice. Ça rappelle les années 2011, mais ça on n'en entend pas trop parler. Hein, les gros là qui sont en train de se prendre les messages. Donc nous on le sait parce qu'on a des clients là-dedans.
Donc ça veut dire quoi tout ça? Si les gens vendent du lien, ça veut dire qu'il y a des gens en face qui en achètent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça marche toujours aussi bien le lien. Hein? C'est le nerf de la guerre. Ouais. C'est marrant, Pingouin, on n'entend pas parler, ça a été intégré à l'algo, machin. C'est déjà vieux. Mais c'est pas vieux, c'est... Effectivement que ça a été... comment dire, on était, mais c'est pareil pour le keyword stuffing, on était dans l'exact match encore quand on voulait ranker sur un mot-clé comme assurance auto, on faisait assurance auto, on faisait assurance auto. Maintenant c'est plus fin, mais c'est toujours la même mécanique. Hein. Le lien, comme je dis, c'est la vie. C'est ce qui nous permet de nous balader de page en page sur Internet. Voilà. Alors, effectivement, on a évolué un peu dans le lien. Avant 2012, on parlait de liens... Spam commentaire, communiqué de presse. Aujourd'hui, on appelle plus ça des communiqués de presse, mais c'est la même merde. Non, mais soyons honnêtes. Contenu sponsorisé. Voilà. Oui, contenu sponsorisé. Mais En petit. Les sites sont plus jolis, les sites, il y a un peu plus d'attention, mais il y a toujours du lien sortant. Et on peut récupérer du lien de façon aussi, pas forcément en l'achetant. Il y a des plateformes, des annuaires, voilà. On va pas trop citer parce qu'après les gens se jettent dessus et puis c'est. Voilà. Mais il y a encore des endroits où d'une façon indirecte, on le propre. paye. On peut faire une étude, on peut demander à un institut de sondage de nous produire une étude, mais tu vas la payer l'étude. Tu vas la payer 8, 9, 10 000 boules. Donc ça n'existe plus le lien naturel? Mais bien sûr que le lien naturel existe, sauf que évidemment, et idéalement, tu dois. Enfin, il faut et on du sait lien comment on naturel. fait pour en avoir du lien naturel. Voilà. Mais c'est un investissement aussi important en Très contenu, important. en écriture aussi. Si faut être demain intéressant. tu lances ton assurance, ta boîte d'assurance et que tu veux te positionner sur assurance auto et que tu attends d'avoir des liens naturels pour te positionner en premier, je pense que tu peux attendre longtemps et que tu seras dans ta tombe. Enfin, ça, c'est pas possible. On est obligé de forcer les choses. Pour rattraper le concurrent sur ce genre de requête, il faut le rattraper en faisant du lien et on peut pas naturellement. C'est pas possible sur des trucs comme ça, sur des requêtes comme ça. Alors oui, qui est-ce qui fait que moi j'arrive du jour au lendemain, je vais dépasser quelqu'un qui est là depuis 5 ans? Ça va être l'ancienneté. Et puis, il faudra faire ses preuves. Ça sera pas du jour au lendemain, mais il faut rattraper quand même son concurrent d'une manière générale. Ouais. En sachant que globalement, est-ce que Google a un intérêt à lutter contre cette pratique-là finalement? Parce qu'on nous dit bonne pratique Google, mais est-ce qu'ils ont un intérêt à lutter contre... Nous, les SEO, ils s'en foutent de Google. Hein. On n'est rien, on est une part de 1% par rapport à tous leurs outils, à tout ce qu'ils sont en train de projeter dans la santé. Enfin, le SEO, il ne faut pas croire qu'ils sont un viseur sur nous, ils regardent que nous, ils ont peur. Non, on est une infime, Il faut arrêter d'avoir peur sur les liens, Ouais. parce qu'il y a des techniques comme ça où on appelle, il y a un concurrent qui a un super lien sur un canard, et donc on va appeler, on va se faire passer pour le concurrent, dire voilà, enlève ton lien parce que moi j'ai une pénalité, elle va remonter à toi, donc enlève ton lien parce que c'est le enfin, c'est maintenant les gens ont peur, quoi, on vit dans la peur, donc non, voilà, le lien ça fait partie du développement. Si nous on veut faire du réseau, on va devoir spontanément aller vers les autres, rentrer en contact. Si on attend que les gens viennent vers nous, c'est souvent un peu plus long, quoi, c'est tout, c'est la vie, C'est plus long, plus aléatoire. Je trouve ça rassurant. C'est rassurant, du coup. De quoi? Qu'on démystifie un peu le fait que faire du lien, aujourd'hui, ça peut être dangereux ou... Bah non, Ça peut l'être, mais c'est il pas faut le faire forcément bien. mal, c'est pas forcément mal fait, c'est pas forcément sale, c'est pas forcément black hat. Il va plus vers une histoire de... Je pense que vous avez tous récupéré aussi des sites ultra pénalisés par du leaking très mal fait. Donc il faut dire les En choses. 2012, tout le monde a eu... Voilà, Tout le monde. tous les sites qui ont des profils de liens un peu anciens, faits avec des méthodes dans leur jus, sont problématiques. Et puis il y a aussi encore beaucoup de professionnels du SEO qui font du lien pas terrible et qui mettent en danger les sites de leurs clients. Donc là, évidemment, vous avez des gens qui travaillent bien, mais enfin, c'est pas le cas de tout ce qu'on voit. Enfin, faut voir ce qu'on voit passer parfois entre nos mains, où on veut même pas y aller tellement c'est dégoûtant. Donc, quand on dit que le lien c'est pas dangereux, ça dépend qui les a fait. Voilà. Alors, après, effectivement, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir aussi avec ces fameux liens que vous devez tous avoir reçus un peu, les points TK, les points GA, là, Avec des listes de liens. des listes de liens, avec même des sites qui vous repompent votre contenu, qui changent juste votre titre et qui vous mettent prostituée à la place. Tous ces trucs-là, impact zéro. Hein. Ouais. Donc ne perdez pas de temps à payer un consultant ou machin. Ça n'aura aucun impact négatif puisque Google va les ignorer simplement. De toute façon, aujourd'hui, je pense que Google est dans une philosophie, je ne vais pas te pénaliser. Le lien, il vaut rien. Voilà, c'est plus une sélection. Voilà. Ouais, c'est Alors, zéro. Ça, c'est aussi rassurant. ouais, mais ça, le réseau, il le D'être passé à zéro. c'est soit il y a un mec qui se pointe de chez Google à la main et qui va tout éclater, et c'est très rare, parce qu'encore une fois, Google, il n'est pas dans une optique de payer des gens pour de la basse besogne.
c'est tout ce qu'il veut éviter. Ça lui rapporte rien. Et Google, et ça je suis obligé de le redire encore une fois, les captcha, les bouts de phrases, c'est nous qui contribuons à tout ça. Il se sert de l'internaute pour ça. Et la petite faille de la plainte des MCA là, elle est énorme. Il reçoit combien? Et comme le spam report, il reçoit combien de demandes de spam report? Vous croyez que c'est traité à la mano? Vous croyez que la plainte des MCA, pour ceux qui ne savent pas, une plainte des MCA, c'est quand on s'est fait piquer son contenu et on va dire à Google, attention, il m'a volé mon contenu, fais quelque chose. Voilà. Bon, il reçoit je ne sais plus combien de millions par an de plaintes des MCA. Et donc il ne les traite pas à la main, évidemment. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand vous avez une plainte des MCA, par exemple, je prends le site We Love SEO. Non, pas celui-là. Je le duplique sur un site qui s'appelle tata.com. Qui veut essayer? Il en est capable. Mais c'est en 2 secondes. Hein, on l'appellera You Love SEO. Voilà. Tata.com, et je dis, We Love SEO, il a piqué mon contenu de tata.com et je vais remplir ce formulaire, cette plainte des MCA. Vous savez ce qui se passe? On s'en va. Il dégage We Love SEO et il laisse tata.com. Vous voyez? Sans aller vérifier. Par contre, et c'est là où il a besoin de moins d'humains, c'est les mecs qui vont faire des contre-plaintes, c'est-à-dire, ah non, c'est pas vrai, c'est moi le contenu original de We Love SEO. Là, il va y avoir un humain qui va se pointer et qui va vérifier la véracité des faits. Mais n'oubliez jamais que le but de Google, voilà, c'est de nous faire travailler nous déjà, de se servir de nous, et justement d'avoir le moins de salariés possible dédiés à ces tâches dont voilà, il n'en a rien à foutre. Ok. Pour rebondir juste par rapport au netlinking. On va devoir conclure, mais... Ok, juste éviter, quand on parlait de pingouins et de tous ces filtres, en fait, moi j'y vois plus tout ce qui est anomalie statistique. En gros, ils utilisent de la data, des stats, et moi, je me dis, ok, ça peut être un lien dégueulasse, ok, mais si on arrive à noyer et si on sort pas d'anomalies statistiques, évidemment, pingouin, c'est quoi? C'est les encres. Exactement. C'est les encres. Et d'avoir 50 encres sur 100 sur Serrurier Lyon, c'est pas logique. C'est une anomalie statistique. Et c'est facile pour lui de la détecter. Donc voilà. Si on reste dans le cadre et qu'on ne fait pas d'anomalie statistique, mais moi, je peux vous montrer des sites qui ont des backlinks ou des trucs, mais ça devrait être... enfin, j'aurais pas le dire, mais c'est limite prison, quoi. Et ça marche. Mais parce que... sous le radar. Voilà.